Ne parle pas, dit l'ancien Corin, d'une voix qui n'était qu'un souffle, en agrippant le bras de Seren juste devant les grandes portes en fer de la salle du conclave. Ses doigts serraient assez fort pour laisser des bleus, et elle ne se dégagea pas. Elle avait appris il y a longtemps que tressaillir était plus dangereux que la douleur. Ne le regarde pas directement. N'attire pas l'attention. Tu es ici pour porter des parchemins et verser de l'eau, rien de plus. Est-ce que tu me comprends? Seren Ashvale comprenait. Elle avait toujours compris. La compréhension était la seule compétence que personne ne pouvait lui enlever, même quand on lui avait tout pris. Elle hocha la tête une fois, ajusta la sacoche en cuir sur son épaule et suivit la délégation de la meute d'Ashvale à travers les portes. Elle pénétra dans une pièce qui sentait la résine de pin, la vieille pierre et cette tension particulière. Le genre de tension qui s'installe quand des gens puissants ont décidé que quelqu'un dans la salle n'en sortira pas indemne. Le conclave du Nord se tenait tous les 10 ans dans la cité-forteresse de Gravast, perchée au bord du monde. Là où les montagnes devenaient plus que des montagnes et où le vent avait une voix. Les loups plus âgés prétendaient que c'était le premier alpha qui criait encore depuis le royaume où il était passé. Seren avait grandi en entendant des histoires sur Gravast, de la même manière que d'autres enfants entendent des histoires de monstres sous leur lit. Sauf qu'à Ashvale, la distinction entre les contes pour faire peur et la géographie était souvent floue. La ville était réelle, la forteresse était réelle, et la créature qui la dirigeait était bien réelle. Elle avait vu 3 portraits de Cale Stormvane le mois dernier, chacun commandé par une meute différente, cherchant à comprendre à qui ils avaient affaire. Sur chacun d'eux, il avait l'air légèrement différent, comme si les artistes n'arrivaient pas à se mettre d'accord sur la couleur de ses yeux, argentés ou gris, si sa mâchoire exprimait la cruauté ou simplement la certitude, si le calme qui l'entourait était celui d'un prédateur au repos ou d'une tempête décidant de sa direction. La seule chose constante dans les 3 portraits était l'absence de chaleur. Pas exactement de la froideur, plutôt une température sans nom, car rien d'autre n'existait à ce niveau. Elle n'était pas censée être ici du tout. Seren Ashvale, 23 ans, fille du défunt conseiller Brennan Ashvale, connu dans les territoires de l'Est comme la fille sans loup. Celle qui avait atteint son 18e anniversaire sans transformation et son 20e sans même une lueur de l'ambre qui aurait dû briller dans ses yeux. En toute logique, elle aurait dû être à Somal, à gérer les registres d'approvisionnement. Mais l'assistante habituelle de l'ancien Corin s'était cassé la cheville 2 jours avant le départ, et Seren avait été la remplaçante la plus pratique. Elle parlait couramment 3 dialectes de l'ancienne langue, était capable de prendre des notes précises sous pression et facile à ignorer. Cette dernière qualité était celle qu'ils appréciaient le plus. Elle avait passé 23 ans à la perfectionner. La salle du conclave était plus grande que tout ce que Seren avait vu dans les territoires de l'Est. Elle s'élevait sur 4 étages jusqu'à un plafond voûté. Des lustres en fer y suspendaient des centaines de bougies. Et les murs étaient ornés de peaux de loup si énormes qu'ils ne pouvaient être que les ancêtres des alphas actuels. De longues stèles formaient un fer à cheval approximatif autour d'un sol central en pierre noire. Et à l'extrémité ouverte, surélevée sur une estrade, se trouvait une unique chaise. Pas exactement un trône, plutôt une chaise qui avait décidé d'être un trône en raison de la personne qui s'y asseyait. Cale Stormvane s'y asseyait comme les montagnes existent, sans effort apparent. Seren s'autorisa un seul regard. Il était plus jeune que ce que les portraits suggéraient et plus vieux que ce que son âge exigeait. Peut-être 30 ans, peut-être une décennie de plus. Avec le genre de visage que le temps n'avait pas adouci, car il n'en avait jamais eu besoin. Ses cheveux étaient sombres et ses yeux, même de l'autre côté de la salle, avaient la couleur qu'aucun peintre n'avait réussi à capturer. Ni argenté, ni gris, quelque chose entre les deux, changeant comme l'eau sur la pierre. Il regardait la pièce comme on regarde une situation. Une situation qu'on a déjà évaluée, attendant seulement que les événements confirment ce qu'on sait déjà. Seren détourna le regard. Elle trouva sa place au bout de la table d'Ashvale, arrangea sa sacoche et ouvrit ses notes. Autour d'elle, la salle se remplit des délégations de 11 meutes, chacune représentant une facette différente de la politique compliquée du continent. Chacune naviguant dans l'anxiété particulière d'être dans la même pièce que le loup-garou géant. C'est ainsi que tout le monde l'appelait quand il pensait que personne d'important n'écoutait. Le loup-garou géant,
la créature de légende qui aurait dû mourir avec l'Ancien Monde. Le roi Alpha du Nord qui n'avait pas pris de compagne en 32 ans de règne, qui ne s'était plié à aucune alliance exigeant un compromis sur ses propres termes, qui avait repoussé des guerriers d'une telle distinction que leur rejet était devenu une sorte d'honneur en soi. 3 de ces guerriers se trouvaient dans cette pièce. Seren pouvait les identifier par la manière particulière dont ils ne regardaient pas l'estrade. Si vous appréciez cette histoire, n'oubliez pas de laisser un j'aime et de vous abonner à la chaîne pour plus d'histoires émouvantes comme celle-ci. La première session du conclave était administrative, comme toutes les premières sessions. Les griefs furent enregistrés. Les différents territoriaux furent officiellement reconnus. Les accords commerciaux furent renouvelés ou contestés. Seren prenait des notes de sa petite écriture précise. Elle versait de l'eau quand la coupe de l'ancien Corin était vide. Et elle se rendait aussi invisible que possible, ce qui était très invisible en effet. Elle avait un don pour ça. Elle pouvait s'asseoir dans une pièce pleine de loups-garous, des êtres dont les sens étaient calibrés pour détecter la moindre anomalie, et passer pour un élément du décor. C'était en partie de l'entraînement. Et en partie quelque chose qu'elle avait cessé d'essayer de nommer il y a des années. Cette qualité qu'elle avait d'exister sur une fréquence que les autres, d'une manière ou d'une autre, ne captaient pas. C'était en fait l'une des blagues les plus cruelles à Eschweiler, que même son absence de loup était silencieuse, qu'elle n'était même pas assez bruyante pour être une véritable déception. La crise éclata le 2e jour, à la 3e heure de la session du matin. L'Alpha Draven de la meute de Thornwood se leva et accusa l'Alliance côtière d'empoisonner les sources d'eau de sa meute avec des composés d'argent. Ce n'était pas une nouvelle accusation. L'empoisonnement à l'argent des eaux territoriales était un crime de guerre selon les accords continentaux, et l'allégation circulait sous diverses formes depuis 2 ans. Mais Draven avait apporté des preuves cette fois, ou ce qu'il prétendait être des preuves. 3 fioles d'eau et un compte-rendu écrit du guérisseur de sa meute. Et ce n'était pas un homme patient. Il posa les fioles sur la table devant lui avec un claquement qui fit taire la salle. Et il dit assez fort pour que même Seren sente le son vibrer dans ses dents. « Je veux une réponse aujourd'hui, pas un comité, pas un examen. Une réponse devant le loup-garou géant comme témoin. Car seule une parole jurée ici vaut le souffle qu'elle coûte. L'alpha de l'Alliance côtière, une femme aux cheveux d'argent nommée Lyra, dont le sang-froid était si parfait qu'il lui servait d'armure, ne se leva pas immédiatement. Elle regarda son propre conseil. Elle regarda les représentants de 3 meutes alliées, puis elle dit très calmement, « Les accusations sont sans fondement. Nous fournirons notre propre documentation d'ici 1 mois. » L'ambiance dans la salle changea. Une documentation d'ici 1 mois n'était pas une réponse. C'était un report déguisé en procédure, et tout le monde le savait. Et plusieurs des plus petites délégations commencèrent à parler en même temps. Et en moins de 90 secondes, le conclave passa d'une procédure formelle au chaos particulier de 11 groupes puissants, tous calculant simultanément comment ce conflit pouvait les avantager ou les menacer. Seren continuait d'écrire. C'était ce qu'elle faisait quand tout autour d'elle devenait du bruit. Elle notait ce qui était dit et ce qui n'était pas dit, et les silences particuliers entre les deux. Car selon son expérience, les silences étaient généralement plus importants. Elle notait les termes exacts de la non-réponse de l'Alpha Lyra quand elle réalisa que la salle était devenue silencieuse. Pas le silence naturel d'une pause, mais le silence lourd et spécifique de quelque chose qui change dans l'atmosphère. Elle leva les yeux. Cale Stormvane s'était levé. Il n'avait pas élevé la voix. Il n'avait fait aucun geste que Seren put identifier comme délibéré. Il s'était simplement levé de la chaise qui n'était pas un trône. Et la salle s'était tue. Chaque alpha, chaque conseiller, chaque représentant de chaque meute avait cessé de parler, simultanément. Comme si l'air lui-même avait décidé que le son n'était plus approprié tant que le loup-garou géant était debout. Il regarda la salle un long moment. Son expression n'avait pas changé de celle qu'il arborait quand Seren l'avait vu pour la première fois. Évaluateur, patient, de la manière dont sont patientes les choses qui n'ont aucune raison de se presser. Puis il parla. Et sa voix était exactement ce qu'elle aurait prédit, et en même temps rien de ce à quoi elle s'attendait. Ce n'était pas un rugissement. Ce n'était pas un ordre donné sur le ton de quelqu'un habitué à l'obéissance. C'était plus bas que ça. Plus bas et donc, d'une certaine manière, plus absolu.
Quelqu'un dans cette pièce connaît la vérité sur ce qui est arrivé à l'eau de Thornwood, dit-il. Je donne 1 minute à cette personne pour parler. Après 1 minute, je déciderai de ce qui s'est passé. Et ma décision sera finale et sans appel. Et quiconque aura menti trouvera cela bien moins agréable que la vérité. La minute s'étira. Seren la compta sans le vouloir. Une habitude d'enfance, mesurer les silences car ils étaient plus sûrs que les sons. Autour d'elle, la délégation d'Ashvaï était très immobile. L'ancien Corin avait les mains à plat sur la table. Les autres représentants, tous des gens qui occupaient des postes d'autorité réelle, tous des gens avec des loups, un statut, et le genre de poids dans le monde qu'elle n'aurait jamais, faisaient la même chose. Ils se faisaient tout petits. Seren comprenait pourquoi. Elle était très douée pour se faire toute petite, mais quelque chose se passait dans sa poitrine, quelque chose pour lequel elle n'avait pas de nom, quelque chose qui était resté tranquillement derrière son sternum pendant 23 ans, et qui avait choisi ce moment précis pour se manifester. Et elle regarda la minute s'écouler, elle regarda tout le monde autour d'elle choisir le silence. Et puis elle fit la chose qu'on lui avait dit toute sa vie de ne pas faire. Se leva. La salle la remarqua. Bien sûr que la salle la remarqua. 11 délégations de loups-garous dont les sens étaient infiniment réglés pour détecter l'inattendu. Et une fille inconnue, au bout de la plus petite table, venait de se mettre debout. Elle sentit l'attention sur elle comme on sent une chute. Il y a un instant avant que cela ne devienne quelque chose que l'on peut traiter. Et dans cet instant, on est simplement dedans. À côté d'elle, l'ancien Corin émit un son qui n'était pas tout à fait un mot. Elle ne le regarda pas. Elle regarda l'estrade, le loup-garou géant. Il s'était tourné avec la lenteur de celui qui a le droit de se tourner dans la direction de son choix. Et maintenant, il la regardait directement. Ses yeux, les portraits, s'étaient trompés sur tout. Ils n'étaient ni argentés, ni gris, ni de la couleur de l'eau sur la pierre. Ils avaient la couleur de quelque chose qui aurait regardé toutes les autres couleurs et aurait décidé qu'elles étaient toutes insuffisantes. Je ne connais pas la vérité sur ce qui est arrivé à l'eau de Thornwood, dit Seren. Sa voix était stable. Cela la surprit. Elle se serait attendue à ce qu'elle tremble. Mais je sais que la guérisseuse de l'Alpha Lyra, une femme nommée Cora, a fait une déposition au bureau des archives continentales il y a 14 mois. Elle y décrivait la contamination accidentelle de 2 affluents lors d'un processus contrôlé de purification à l'argent. Cette déposition a été classée comme documentation de maintenance de routine, et elle se trouve dans les archives sous la forme exacte qui répondrait à cette question, non lue, parce que personne n'a pensé à la chercher là. Elle soutint le regard du loup-garou géant. Elle ne savait pas pourquoi. On lui avait dit de ne pas le faire, mais quelque chose dans ses yeux n'exigeait pas qu'elle détourne le regard. Et c'était si inhabituel dans son expérience qu'elle n'avait pas encore compris quoi en faire. Si quelqu'un récupère le document, la question sera résolue sans autre discussion, et tout le monde dans cette pièce pourra cesser de prétendre qu'il est à l'aise. Le silence après qu'elle eut parlé était différent du silence d'avant. Le silence d'avant avait été celui de l'évitement. Celui-ci était autre chose. Seren réalisa lentement que le loup-garou géant n'avait pas détourné le regard. Puis elle prit conscience de quelque chose de plus spécifique. Cale Stormvane avait incliné la tête, d'une fraction à peine visible. Mais elle le vit, et elle vit le moment exact où ses yeux passèrent de l'évaluation à quelque chose qu'elle ne pouvait nommer. Et puis elle l'entendit. Pas avec ses oreilles, mais avec quelque chose sous ses oreilles. Quelque chose pour lequel elle n'avait aucun repère. Un son comme une reconnaissance, comme si quelque chose de très ancien prenait conscience de ce qu'il attendait. Il la regarda encore 3 secondes, puis il regarda son propre conseil. « Récupérez le document qu'elle décrit, dit-il. La session est suspendue pour 20 minutes. » Il se rassit et apparemment c'était tout. Seren se rassit aussi. Ses jambes lui en furent reconnaissantes. L'ancien Corin ne lui adressa pas la parole. Il regardait la table avec l'expression d'un homme qui recalcule tout ce qu'il pensait comprendre d'une situation. Et Seren reconnut cette expression, car elle l'avait déjà vu diriger vers d'autres choses, mais jamais vers elle. Autour d'elle, la salle avait repris son bruit, mais la qualité de ce bruit avait changé. Les gens la regardaient, pas de la façon dont ils la regardaient d'habitude, c'est-à-dire à travers elle ou au-delà d'elle, ou avec cette forme particulière de pitié qui la suivait depuis son 18e anniversaire. Il la regardait comme on regarde quelque chose qui s'est comporté de manière inattendue.
Elle découvrit qu'elle préférait ça. L'alternative n'avait jamais été confortable de toute façon. Le document fut récupéré. Il confirmait exactement ce qu'elle avait dit. L'Alpha Lyra de l'Alliance côtière passa 20 minutes inconfortables à reconnaître qu'un incident avait eu lieu, qu'il avait été mal classé, et que des réparations pour Thornwood seraient officiellement structurées avant la fin du conclave. L'Alpha Draven accepta cela avec la dignité rigide d'un homme qui avait eu raison, qui l'avait toujours su, et qui était légèrement furieux qu'il ait fallu si longtemps pour que ce soit reconnu. Le conclave reprit. Seren se remit à prendre des notes. Tout continua comme avant, à une exception près. Le loup-garou géant, pour le reste de la session, jeta un coup d'œil dans sa direction 3 fois. Elle les compta aussi. Elle ne se raconta pas d'histoire sur le pourquoi. Elle avait appris à ne pas se raconter d'histoires. Les histoires étaient pour les gens dont la vie y avait de la place pour l'espoir. Et l'espoir était une chose que Seren Ashval avait rationnée très soigneusement depuis l'âge de 18 ans, ne le dépensant que pour des choses qui en valaient le coup. Elle se dit que le roi Alpha l'avait remarqué parce qu'elle avait été utile. Et être utile, c'était quelque chose. Ce n'était pas rien. Elle se répétait cela en défaisant ses affaires dans sa petite chambre des quartiers de la délégation ce soir-là, en dînant à la table commune avec les autres membres de moindre importance des diverses délégations, en écoutant la ville de Gravast s'installer dans ses bruits nocturnes derrière l'étroite fenêtre. Elle se le répéta avec un succès raisonnable, jusqu'à ce qu'on frappe à sa porte. Ce n'était pas Cale Stormvane à sa porte. Elle l'aurait su si c'était le cas, bien qu'elle n'aurait pas pu expliquer comment. C'était un jeune loup mâle d'environ 19 ans, dans l'uniforme gris uni du personnel de la forteresse. Il portait une note pliée sur un plateau, comme si c'était quelque chose de plus important que du papier. Du conseil du roi Alpha, dit-il, ce qui était techniquement vrai, et elle le réaliserait plus tard, stratégiquement vague. Elle prit la note. Il partit. Elle la déplia. La note disait « Vous serez escorté à une réunion avec le conseil du roi Alpha demain matin, 1 heure avant la reprise du conclave. Votre présence n'est pas optionnelle. » C'était signé d'un nom qu'elle ne reconnaissait pas. Elle la lut 2 fois, puis elle la plia soigneusement, la plaça dans sa sacoche, s'assit sur le bord du lit et s'accorda exactement 2 minutes pour ressentir quelque chose qui s'apparentait à de la peur, avant de décider qu'elle n'avait encore jamais été détruite par quelque chose qu'elle n'avait pas vu venir, et qu'il était peu probable que cela commence maintenant. Elle se trompait sur la peur, en fin de compte, pas sur sa nature, mais sur sa direction. Quand elle fut escortée le lendemain matin à travers des couloirs de pierre grise éclairés par des torches qui brûlaient depuis assez longtemps pour laisser des ombres permanentes sur les murs, passant devant des gardes qui enregistraient sa présence sans expression, dans une pièce plus petite et plus austère qu'elle ne l'attendait pour une salle du conseil d'un roi, elle découvrit que la chose qui siégeait dans sa poitrine n'était pas la peur de ce qui allait arriver. C'était quelque chose de plus compliqué que ça. C'était le vertige spécifique d'être dans une situation où les règles que vous avez passé votre vie à mémoriser ne s'appliquent pas. Il y avait 8 personnes dans la salle du conseil quand elle entra. Elle catalogua 6 d'entre elles comme membres du conseil de rang et de fonctions variées, identifiables par leur place assise et les documents devant eux. La 7e était une femme qui se tenait debout plutôt qu'assise, positionnée légèrement à droite du chef de table, d'une manière qui communiquait à la fois l'accès et l'autorité. Elle avait peut-être 35 ans, d'une beauté impossible au sens architectural du terme. De la manière dont les structures construites pour impressionner sont belles, avec des cheveux sombres cuivrés et des yeux pâles, et une qualité d'attention que Seren sentit sur sa peau avant même que la femme ne la regarde directement. Isolda. Elle ne connaissait pas encore le nom. Elle l'apprendrait dans l'heure. La 8e personne dans la pièce était Cale Stormvane. Il n'était pas assis sur la chaise en bout de table. Il se tenait près de la fenêtre de l'autre côté de la pièce, regardant quelque chose que Seren ne pouvait pas voir. Et il se tourna quand elle entra avec la même qualité de mouvement qu'elle avait observé dans la salle du conclave. Délibéré sans paraître délibéré, conscient de tout sans sembler regarder quoi que ce soit de spécifique. Il n'était pas en tenue de cérémonie aujourd'hui. Il portait les vêtements sombres et simples de quelqu'un qui n'avait peut-être pas encore décidé si cette réunion méritait une cérémonie. Et l'absence d'attributs formels le rendait à la fois moins intimidant et plus encore, car sans le cadre du trône et de la salle, il était simplement une personne. Et cette personne n'était clairement pas simple du tout.
Seren Ashval, dit Isolda avant que quiconque ne parle, et elle prononça le nom comme une chose qu'elle décidait de garder ou de jeter. Fille du défunt conseiller Brennan Ashvale, sans loup, 23 ans, envoyé comme assistante de remplacement 3 jours avant le départ. Elle marqua une pause. Son sourire ne toucha pas ses yeux. Une performance assez remarquable hier pour quelqu'un sans statut officiel. Seren ne répondit pas à cela car ce n'était pas une question. Elle avait appris à identifier les déclarations déguisées en observation alors qu'elles étaient en réalité des tests. Et la réponse appropriée à un test était de comprendre ce qui était testé avant de choisir de répondre. Elle a fourni des informations précises qui ont résolu un conflit territorial potentiel avant qu'il ne dégénère, dit Cale depuis la fenêtre. Il ne s'était pas retourné. C'est la seule performance dont je souhaite discuter. Le sourire d'Isolda se modifia d'une fraction. Seren nota cela. Le roi Alpha aimerait savoir, continua Isolda, comme s'il n'avait pas parlé, ou comme si elle traduisait quelque chose d'une langue que Seren ne parlait pas en une qu'elle pourrait trouver plus facile à gérer. Comment un membre de meute non transformé, sans fonction diplomatique officielle, se trouve à avoir mémorisé le contenu des archives continentales datant d'il y a 14 mois. Seren aurait pu l'expliquer. Ce n'était pas compliqué. Elle lisait tout, avait toujours tout lu, car l'information était la seule monnaie qu'elle avait pu accumuler sans loup, sans statut, sans rien que la meute ne considère comme une valeur réelle. Elle lisait des documents d'archives depuis l'âge de 12 ans. Elle se souvenait de tout ce qu'elle lisait. Mais elle regarda Isolda et prit une décision. « Je ne les ai pas mémorisés, dit-elle. Je les ai lus. Il y a une différence. » Expliquez la différence, dit Cale. Il s'était détourné de la fenêtre. Il la regardait avec la même qualité d'attention qu'elle avait ressentie hier, et c'était, si possible, plus direct dans l'espace plus petit. Ses yeux à la lumière naturelle n'étaient pas tout à fait les mêmes que dans la salle éclairée aux bougies. Ils étaient plus sombres dans certains registres et plus clairs dans d'autres. Et ils étaient actuellement concentrés sur elle, avec une précision qui aurait dû être inconfortable et qui était plutôt autre chose, quelque chose qu'elle ne nommait pas. La mémorisation est passive, dit-elle. C'est de l'information stockée sans compréhension. La lecture est active. J'ai compris pourquoi le document existait, à quoi il était lié et à quelles questions il pourrait un jour répondre. Quand l'Alpha Draven a présenté son accusation, la connexion a été immédiate. Ce n'était pas un rappel, c'était une reconnaissance. La salle du conseil fut silencieuse un moment. L'un des membres du conseil, un loup plus âgé avec une barbe striée d'argent, la regardait avec une expression qu'elle ne pouvait pas tout à fait catégoriser. Cale n'avait pas détourné le regard. « Elle vient d'Ashvale », dit un autre membre du conseil, comme si cela expliquait quelque chose. Peut-être que oui. Ashvale était connu, entre autres, pour ses archives. La délégation de Corin, demanda le loup à la barbe argentée. L'ancien Corin a été très clair sur ma fonction avant que nous n'entrions dans la salle, dit Seren. Je devais porter des parchemins et verser de l'eau. Un très petit silence, et puis, de la fenêtre, du roi Alpha du Nord, qui n'avait pas pris de compagne et ne s'était plié à aucune alliance, et avait tourné le dos à des guerriers de distinction, comme les pages d'un livre qu'il avait déjà lu, elle entendit quelque chose d'inattendu. Un son, bas, bref, presque inaudible. Presque. Ce n'était pas un rire exactement. C'était le son qu'un rire fait quand il décide de ne pas se produire, mais ne peut pas s'empêcher complètement d'exister. Isolda l'entendit aussi. Seren vit les yeux de la femme aux cheveux cuivrés se tourner vers le roi Alpha avec une expression qui ne dura qu'une demi-seconde avant d'être effacée. Mais dans cette demi-seconde, elle contenait quelque chose que Seren classa très soigneusement. Quelque chose de froid, de calculateur, quelque chose qui reconnaissait une menace. Que pensez-vous qu'il va se passer ensuite? Laissez vos prédictions dans les commentaires ci-dessous. La réunion se conclut avec l'information que le Conseil du roi Alpha souhaitait se réserver le droit de consulter ses connaissances des archives pendant le reste du conclave, que cela serait arrangé par les voies appropriées avec la délégation de l'ancien Corin et qu'elle était remerciée pour son temps. Elle fut raccompagnée à travers les couloirs de pierre grise par le même membre du personnel et elle marcha tout le long avec les mains jointes devant elle et le visage arrangé dans une expression de calme qu'elle avait mis beaucoup d'efforts à construire et qu'elle ne laissa pas glisser
jusqu'à ce qu'elle soit de retour dans sa petite chambre, la porte fermée. Puis elle s'assit de nouveau sur le bord du lit. Et cette fois, elle ne se donna pas 2 minutes. Elle s'en donna 10. Elle les passa à penser au son qu'un rire fait quand il décide de ne pas se produire. L'ancien Corin n'était pas content. Il n'était pas, pour être précis, le genre d'homme qui exprime son mécontentement par le volume ou la chaleur. Il était du genre à l'exprimer par une baisse de température. Et quand Seren l'informa de la demande du conseil, la pièce autour de lui sembla perdre plusieurs degrés. Il la regarda un long moment, la fille qui portait des parchemins et versait de l'eau et était censée rester invisible. Et il dit très doucement, « Tu seras prudente. Ce n'était pas un conseil. C'était le genre de déclaration que les gens dans la position de l'ancien Corin font quand ils veulent que quelque chose soit vrai et n'ont pas le pouvoir de s'en assurer. » Elle hocha la tête. Elle avait l'intention d'être prudente. Elle était toujours prudente. Elle avait simplement des définitions différentes de la prudence que les gens autour d'elle avaient supposées. Le conclave continua pendant 3 jours de plus avant que la première fissure significative n'apparaisse à la surface de tout. Le deuxième de ces jours, Seren fut consultée 2 fois par des membres du Conseil cherchant des informations sur des précédents historiques dans les archives. Elle fournit ce qu'elle savait avec précision et sans embellissement. Aux 2 occasions, elle était consciente, de la manière dont on est conscient de la lumière du soleil à travers une porte fermée, que Cale Stormvane était quelque part dans la pièce. Il ne l'approcha pas directement à aucune des 2 occasions. Il n'en avait pas besoin. Quelque chose dans sa proximité était déjà une forme de conversation, ce qui n'était pas une chose à laquelle elle s'autorisait à penser trop attentivement. Le soir du 2e jour, Isolda la trouva. Elle était allée à la bibliothèque de la forteresse après le dîner parce que la bibliothèque était la pièce la plus confortable de Gravast pour Seren, et elle était assise dans une alcôve de fenêtre à lire un recueil relié de traités territoriaux du Nord, quand le son de pas qui se déplaçait avec une intention particulière s'arrêta près de sa chaise. Elle leva les yeux. Isolda portait quelque chose de la couleur de l'eau profonde, et ses yeux pâles faisaient ce qu'ils avaient fait dans la salle du conseil, cataloguant et évaluant avec l'efficacité de quelqu'un qui a l'habitude de savoir exactement à quoi il a affaire. « Vous lisez très tard, » dit Isolda. Seren ferma le livre, gardant son pouce à la page. « Je dors mal en voyage, » dit-elle, ce qui était vrai, mais pas la raison pour laquelle elle était là. Isolda s'assit sur la chaise en face d'elle, sans y être invitée, à la manière de quelqu'un qui ne perçoit pas les espaces comme appartenant à d'autres personnes. « Je voulais vous parler sans public, » dit-elle. « Nous n'avons pas eu cette opportunité ce matin. »« Nous avions pas mal de monde présent ce matin, » convint Seren. « C'est plus privé. » Isolda sourit, et ce sourire était différent de celui de la salle du conseil. Il était plus chaleureux en surface, ce qui paradoxalement le rendait moins sûr. « Vous êtes perspicace, » dit Isolda. « J'imagine que cela a été utile, compte tenu de votre situation particulière. Ce doit être assez difficile de vivre parmi les loups quand on n'en est pas un. » Seren la regarda fixement. « Je ne trouve plus cela difficile depuis un certain temps, » dit-elle. « La difficulté a tendance à diminuer quand on cesse d'attendre que les circonstances soient autres que ce qu'elles sont. » Une pause. Isolda inclina la tête d'une manière qui n'était pas entièrement différente de la façon dont Cale avait incliné la sienne dans la salle, sauf que sur Isolda, c'était prédateur dans un sens direct. « Vous devriez savoir, » dit Isolda, « que ce qui s'est passé dans la salle hier et dans la salle du conseil ce matin a été remarqué par plus que le roi Alpha. Les gens parlent dans un rassemblement comme celui-ci. L'information sur un individu inhabituel voyage plus vite que cet individu ne le souhaiterait. » Elle marqua une autre pause. « Je ne voudrais pas que vous ne soyez pas préparé à cette attention. » Seren réfléchit à cela. C'était un avertissement. C'était aussi, sous l'avertissement, quelque chose qui était soit une menace, soit une offre, selon la façon dont elle choisissait de le recevoir. Elle choisit avec soin. « Je vous remercie de me le dire, » dit-elle. « J'y serai attentive. » Isolda soutint son regard pendant 3 secondes de plus, puis se leva. « Cale n'est pas le bon choix, » dit-elle, comme si c'était la continuation d'une conversation différente de celle qu'ils avaient eue. « Pour un certain nombre de raisons, mais la plus pertinente est qu'il n'est pas libre de faire le choix que ce que vous pourriez imaginer suggère. Le Nord a besoin d'un type d'alliance particulier, et il le comprend. C'est un homme qui a toujours mieux compris le devoir que le désir. » Elle ajusta sa robe avec le geste particulier de quelqu'un qui a fait valoir son point de vue
et est satisfait de sa précision. Profitez de la bibliothèque, dit-elle, et elle partit. Seren resta très immobile après son départ. Puis elle rouvrit son livre, retrouva sa page et n'en lut pas un seul mot pendant 11 minutes. Elle pensait, non pas à ce qu'Isolda avait dit sur Cale, car c'était un sujet qu'elle ne s'était pas encore permis de visiter et avait de fortes raisons de continuer à éviter. Elle pensait à ce qu'Isolda n'avait pas dit, aux choses spécifiques qu'elle avait choisi de ne pas mentionner, au fait qu'une femme qui se déplaçait dans le monde avec la combinaison particulière d'intelligence et de détermination d'Isolda ne venait pas à une bibliothèque à cette heure pour donner de véritables avertissements. Elle venait pour évaluer, pour sonder, pour déterminer à quel type de menace elle avait réellement affaire et si la réponse appropriée était la cooptation ou l'élimination. Et elle était devenue sans savoir, réalisa Seren, ce qu'elle cherchait réellement. Parce que quoi que Seren soit ou puisse être, Isolde n'avait pas encore de catégorie pour cela. Et cela, pour la première fois depuis très longtemps, fit que Seren se sentit comme autre chose qu'une quantité connue. Elle était presque de retour dans sa chambre quand elle tourna un coin et s'arrêta. Cale Stormvane était dans le couloir, marchant avec 2 membres de sa garde personnelle, et les gardes devinrent très intéressés par une portion de mur quand il s'arrêta en la voyant. Le couloir n'était pas large, elle n'avait pas de mots pour ce qui se passait dans sa poitrine. « Vous étiez à la bibliothèque, dit-il. »« J'y suis souvent, dit-elle, quand il y en a une de disponible. » Il la regardait toujours avec cette qualité d'attention. De près, dans le couloir, sans la distance cérémonielle de la salle du conclave ou la structure formelle de la salle du conseil, il était plus difficile à classer nettement dans une catégorie. Il était trop présent pour les catégories, trop immédiat. « Isolda est venue vous voir, dit-il, Tom. Toujours pas une question. Elle a eu la gentillesse de m'offrir un peu de contexte sur la dynamique du conclave, dit Seren avec précaution. Quelque chose bougea dans ses yeux. Elle eut l'impression d'un temps changeant, de quelque chose qui se déplaçait bien au-dessus de la surface observable. C'est une façon de le caractériser, dit-il. Puis, après une pause qui dura environ un battement de cœur de plus que ce à quoi elle s'attendait. Soyez prudente avec ce qu'elle vous dit. Elle est intelligente et les gens intelligents peuvent être très spécifiques sur les vérités qu'ils choisissent de partager. Seren soutint son regard. J'ai remarqué cela chez les gens intelligents en général, dit-elle. Cette fois, le son était moins retenu que la première. Il était toujours bref, toujours bas, toujours pas tout à fait ce que la plupart des gens identifieraient comme un rire, mais il s'en approchait, et il se produisit en sa présence, et elle le sentit quelque part sous ses côtes, à la manière de quelque chose qui résonne. Il la regarda un instant de plus. Les gardes restaient intéressés par le mur. « Bonne nuit, Seren Ashval, » dit-il, et il continua dans le couloir. Elle attendit que ses pas s'estompent avant de s'autoriser à s'appuyer brièvement contre le mur de pierre. Elle ne construisait pas une histoire. Elle reconnaissait simplement que son rythme cardiaque s'était considérablement élevé. Puis elle se redressa, marcha jusqu'à sa chambre et ne dormit pas bien du tout. Le 3e jour fut celui où tout commença à se défaire et à se refaire en quelque chose qu'aucun d'eux n'avait prédit. Cela commença à la session du matin du conclave, lorsqu'une délégation des territoires du Sud souleva une objection formelle à la présence de représentants non-loups avec un accès de facto au Conseil. C'était un langage bureaucratique pour désigner Seren spécifiquement, bien que formulé avec la lâcheté particulière des gens qui préféraient leurs attaques institutionnelles plutôt que personnelles. L'ancien Coran devint très immobile. L'alpha de la délégation du Sud, un homme aux larges épaules nommé Carrick, qui avait la qualité lisse et répétée de quelqu'un qui avait pratiqué ce moment, livra un argument de 10 minutes sur la sainteté de la représentation de l'espèce lupine dans les procédures continentales et le compromis du précédent historique qui se produisait lorsque des exceptions étaient faites pour accommoder. Et ici, il marqua une pause avec une grande signification, des circonstances spéciales. Le sens était clair. Les non-loups n'avaient pas leur place dans ces espaces. Plus précisément, elle n'avait pas sa place. Elle était assise à la table d'Ashval, prenant des notes. Elle continua de prendre des notes. Son écriture ne changea pas. Sa posture ne changea pas. Elle avait passé 23 ans à pratiquer l'art de ne pas laisser le monde voir que son opinion sur elle l'atteignait. Et elle était très douée pour ça maintenant. Mais quelque chose sous cette pratique faisait quelque chose qu'elle n'avait jamais expérimenté auparavant. Pas tout à fait de la colère,
quelque chose de plus ancien que la colère, quelque chose qui avait été comprimé dans un très petit espace pendant très longtemps et qui devenait, dans la chaleur de l'objection formelle de l'Alpha Carrick, légèrement moins disposé à rester comprimé. Elle continua de prendre des notes. Elle nota chaque mot que l'Alpha Carrick disait avec une précision totale. Elle nota les pauses. Elle nota le vocabulaire spécifique d'exclusion qu'il employait et les précédents historiques qu'il citait, dont plusieurs qu'elle pouvait identifier comme étant appliqués de manière sélective, mais elle ne dit rien, et elle ne se leva pas, et elle ne donna à personne la satisfaction de la voir réagir. Et puis Cale Stormvane dit non. La salle s'arrêta. Juste ça, juste le mot, prononcé depuis l'estrade surélevée dans le même registre calme et absolu que tout ce qu'il disait. L'Alpha Carrick se tourna vers l'estrade avec l'expression d'un homme qui n'avait pas anticipé cet obstacle particulier. « Roy Alpha », dit-il avec la formalité spécifique de quelqu'un qui recalibrait rapidement. Le précédent établi par l'accord de Gravas de la troisième ère est très clair sur les exigences pour Cale dit. La femme a fourni hier des informations qui ont empêché un conflit territorial qui se préparait depuis 2 ans de devenir quelque chose que ce conclave aurait eu besoin de 3 sessions de plus pour résoudre. Elle a été invitée par mon conseil à continuer de fournir son aide. Ce n'est pas un précédent qui est établi, c'est une décision qui est prise. Ma décision. Il regarda Carrick avec ses yeux. La prochaine fois que quelqu'un souhaitera s'opposer à une de mes décisions, à mon conclave, dans ma ville, devant ma pierre témoin, il le fera avec un soutien probant substantiellement plus important que des citations d'archives sélectives. Carrick s'assit. Il le fit avec la dignité d'un homme qui avait été publiquement corrigé et qui faisait des calculs sur le coup de pousser plus loin. Soren s'assit à sa table et écrivit « Roi Alpha, décision, finale, contraignante » dans ses notes et s'autorisa très discrètement une respiration. Après la session, l'ancien Corin lui toucha le bras alors que les délégations se dispersaient. Son expression avait de nouveau changé. La température était revenue, mais il y avait autre chose dedans. Maintenant, quelque chose qu'elle pensait être le début d'une réévaluation qui lui prendrait un certain temps à compléter. « Tu devrais savoir, dit-il doucement, que ce qui vient de se passer n'est pas simple. »« Je sais, dit-elle, je sais que ce n'est pas simple. » Il la regarda un instant de plus. « Ton père, commença-t-il, puis s'arrêta. Il s'éclaircit la gorge. « Ton père aurait voulu que tu sois prudente. » Elle le regarda. Son père était mort il y a 4 ans, et en 4 ans, personne d'Ashval ne l'avait mentionné dans un contexte qui ne soit pas de mise en garde. Cela semblait différent. « Mon père, dit-elle, avait l'habitude de dire que les archives étaient une chose vivante et que les gens qui les lisaient avec assez d'attention comprendraient des choses sur le présent que d'autres ne pourraient que deviner. » Corinne soutint son regard. « Il disait aussi d'autres choses, dit-il, et il s'éloigna. » Ce soir-là, elle fut de nouveau convoquée. Cette fois, la note fut livrée par une personne différente et ne disait que « Jardin sur le toit, 8e niveau, 1 heure après le souper ». Pas de signature. Elle y alla quand même parce qu'elle était pragmatique face à l'incertitude et parce que quelque chose en elle, cette chose qui avait pressé contre son sternum depuis le premier matin et ne montrait aucun signe de recul, lui disait que ce qui l'attendait sur le jardin du toit était important d'une manière qu'elle ne pouvait pas encore articuler. Le jardin sur le toit était plus petit qu'elle ne l'attendait et plus beau. Gravas se trouvait au bord de la montagne et du 8e niveau, la vue s'étendait sur un précipice qui semblait se terminer. Quelque part près du bord du monde, la montagne tombant dans une forêt qui devenait au loin une obscurité qui était soit plus de montagne, soit simplement l'absence de lumière à l'horizon. Le ciel nocturne ici était extraordinaire. Elle avait grandi à l'est où le ciel était plus doux, plus domestiqué. Ce ciel était du genre à vous rappeler que l'univers n'était pas intéressé à être géré. Il y avait tellement d'étoiles qu'elle ne pouvait pas trouver les constellations qu'elle connaissait. Elle les regardait encore quand elle l'entendit. Il se déplaçait silencieusement pour quelqu'un de si grand. Ou peut-être que c'était faux. Il se déplaçait de manière appropriée pour ce qu'il était, et elle apprenait simplement le calibrage. Cale sortit de l'embrasure de la porte derrière elle et vint se tenir au bord du jardin, regardant le même ciel. Il ne portait pas de garde. Il ne portait pas les symboles formels de son rang. Il portait l'obscurité et la lumière des étoiles, et cette qualité de présence qui n'avait pas de description adéquate.
Vous êtes venu, dit-il. Vous n'avez fait signer la note, dit-elle. Mais j'ai reconnu l'écriture. Une pause. Du document que vous avez fourni ce matin, je suppose, dit-il. Vous auriez vu ma main sur la reconnaissance formelle. J'ai une bonne mémoire des motifs, dit-elle, ce qui était vrai et aussi insuffisant comme description. Il resta silencieux un moment. Le vent de la montagne était froid de la manière dont le froid du nord est froid, pas vif mais fondamental, comme si le froid était de l'état naturel des choses. Et la chaleur était l'exception qui nécessitait une explication. Je dois vous demander quelque chose, dit Cale. Il se tourna pour la regarder. Sous cette lumière, avec les étoiles derrière lui et la montagne tombant en contrebas, il ressemblait à quelque chose qui avait été là bien avant la forteresse et qui resterait là après elle. Je dois vous demander de me dire quelque chose que personne ici ne m'a dit, parce que personne ici ne croit qu'il est sûr de me le dire, ou peut-être qu'ils ne le savent pas. Je vous dirai à l'avance que je n'ai pas besoin que vous me protégiez de la vérité. Je n'ai pas eu besoin de cela de la part de qui que ce soit depuis longtemps. Elle le regarda. La chose dans sa poitrine avait de nouveau bougé, s'était déplacée, et ce qu'elle ressentait maintenant n'était pas adjacent à la peur. « Que voulez-vous savoir ?» demanda-t-elle. « Qu'est-ce qu'Isolda ?» dit-il. « Pas qui, quoi ?» Seren resta silencieuse un moment, puis elle dit « Je pense que vous savez déjà ce qu'elle est. Je pense que vous le savez depuis un certain temps et que vous me le demandez parce que vous voulez savoir si quelqu'un d'autre peut le voir sans la distorsion particulière qui vient d'années de proximité. » Il la regarda fixement. « C'est une réponse prudente. C'est une réponse exacte, dit-elle. Ce que je peux vous dire, c'est ce que j'ai observé lors de deux rencontres, dont l'une qu'elle a orchestrée et l'autre que je crois être une coïncidence. » Il dit « Dites-moi. » Elle lui raconta. Elle fut précise et prudente et rapporta ce qu'elle avait vu et entendu sans interpréter plus qu'elle ne pouvait le soutenir par des preuves. Elle décrivit la visite d'Isolda à la bibliothèque, la structure spécifique de ce qui avait été dit et de ce qui avait été évité, la qualité particulière d'évaluation qu'elle avait reconnue dans l'attention de la femme aux cheveux cuivrés. Elle décrivit la façon dont Isolda avait parlé de Cale, non pas avec la chaleur de quelqu'un qui l'aimait, mais avec la possessivité de quelqu'un qui avait investi dans un actif et surveillait une menace potentielle pour cet investissement. Quand elle eut fini, il resta silencieux pendant un long moment. Les étoiles se déplaçaient au-dessus de leur tête de la manière infinitésimale dont elles se déplacent quand on y prête attention. « Elle est la conseillère principale de mon conseil depuis 11 ans, dit-il finalement. Elle a été nommée par le conseil de mon père dans la dernière année de son règne. Je sais depuis environ 7 de ces années que sa loyauté principale n'est pas envers le Nord. » Seren attendit. « Je n'ai pas agi sur cette connaissance, dit-il, parce que les autres conseillers disponibles n'étaient pas une amélioration et parce que perturber la structure du Conseil pendant une période de négociation politique entraîne des coûts que je n'étais pas prêt à payer. » Il marqua une pause. « Et parce que j'attendais depuis un certain temps quelque chose que je ne pouvais pas nommer. » Elle se tint très immobile. Le vent passa entre eux. « Qu'attendiez-vous » demanda-t-elle, bien qu'elle ne soit pas sûre d'être prête pour la réponse. Il la regarda. Le loup-garou géant la regarda et elle le sentit de la manière dont on sent le moment avant que le temps ne change. Cette charge dans l'air qui n'est encore rien, mais qui devient certainement quelque chose. « Je ne sais pas comment dire cela sans avoir l'air d'avoir perdu la raison, dit-il, ce qui n'est pas une sensation que je connais bien ou avec laquelle je suis particulièrement à l'aise. »« Vous pouvez essayer, dit-elle. Je ne suis pas facilement alarmé par les choses qui semblent déraisonnables. » Un demi-souffle. « Quand vous vous êtes levé dans la salle, dit-il, mon loup s'est arrêté. Cela n'était jamais arrivé auparavant. Pas comme ça. » Elle était très immobile. « Arrêté comment ?» demanda-t-elle, bien qu'elle pensât savoir. « Arrêté de bouger ?» dit-il. « Le loup-garou géant a été agité aussi longtemps que je me souvienne. Plus longtemps que je ne me souvienne. Cela fait partie de ce que je suis. L'agitation, la recherche. J'ai cessé de savoir ce qu'il cherchait il y a si longtemps que j'ai cessé de demander. » Il la regardait avec des yeux qui ne faisaient plus ce qu'il faisait dans la salle ou la salle du conseil. Il faisait quelque chose pour lequel elle n'avait pas de catégorie. Quand vous vous êtes levé, il s'est arrêté et il a regardé. Il marqua une autre pause. « Vous. » Le mot flotta entre eux. Seren avait passé 23 ans sans avoir de loup.
Elle avait passé 23 ans à s'entendre dire que cela la rendait inférieure, incomplète, qu'elle était le silence dans une symphonie de sons. Elle avait accepté cela parce qu'elle n'avait pas d'alternative. Elle avait construit sa vie dans l'espace de cette acceptation, et elle l'avait fait avec autant de dignité que l'espace le permettait. Et maintenant, elle se tenait sur un toit au bord du monde, tandis que le roi Alpha du Nord lui disait que la créature qu'elle ne pouvait pas être était celle que son loup avait cherchée, et où elle n'était pas du tout certaine de ce qu'il fallait faire de cette information. Je n'ai pas de loup, dit-elle. Sa voix était toujours stable. Elle en était très fière. Je ne me suis jamais transformé. Je ne me suis manifesté d'aucune manière que quiconque autour de moi ait pu détecter. Elle dit cela non pas comme une excuse, mais comme un fait qui semblait pertinent. Je sais, dit-il. Je sais ce que les gens disent. Je sais aussi que les loups-garous géants ne s'arrêtent pas pour des choses qui n'existent pas. Il la regardait toujours. Quoi que vous soyez, dit-il, je pense que ce n'est pas ce qu'ils vous ont dit que c'était. Elle absorba cela. C'était une quantité importante à absorber. Les étoiles continuaient d'être extraordinaires. La montagne continuait de tomber en contrebas. Et à l'intérieur de Serenashville, quelque chose qui avait été pressé très petit pendant très longtemps prit conscience, peut-être pour la première fois, que l'espace qui lui avait été donné était insuffisant pour ce qu'il était réellement. Si vous voulez voir comment se termine cette histoire, assurez-vous d'être abonné avec les notifications activées. Elle ne dormit pas après le jardin sur le toit. Elle s'assit près de la fenêtre et regarda l'obscurité de la montagne et pensa à tout ce qu'on lui avait dit sur elle-même, disposé en une ligne du début à maintenant, cherchant les endroits où le récit avait été construit sur des suppositions plutôt que sur des preuves. Il y avait plus de ces endroits qu'elle ne s'était autorisée à le remarquer alors qu'elle vivait à l'intérieur de l'histoire. La supposition que son loup était absent, par exemple, plutôt que la supposition que son loup était présent, mais n'avait pas encore été vu. La distinction n'était pas sémantique. L'un était un déficit, l'autre était quelque chose qui attendait de devenir lui-même. On lui avait dit depuis l'âge de 18 ans qu'elle était inférieure. On ne lui avait jamais dit qu'elle pourrait être quelque chose de si particulier que cela n'avait tout simplement pas été reconnu parce que personne n'avait pensé à le chercher. Le 4e jour du conclave apporta la contre-attaque d'Isolda. Seren la reconnut comme telle au moment où elle se produisit. Avec la même qualité de reconnaissance qu'elle avait pour les documents d'archives, la signature structurelle de quelque chose qui avait été construit à l'avance. Lors de la session du matin, un membre du conseil auquel elle n'avait pas prêté une attention particulière auparavant, un loup plus âgé nommé Gresham, qui siégeait au 2e rang du propre conseil de Cale, se leva et fit une enquête formelle sur les qualifications archivistiques des représentants non membres de Meute qui avaient obtenu un accès au conseil. C'était formulé dans un langage procédural sec. C'était conçu pour embarrasser sans en avoir l'air. Il demandait une documentation formelle de la formation de Seren, de son autorité archivistique et subtilement mais sans équivoque, de son statut dans la meute, ce qui nécessiterait la reconnaissance qu'elle n'avait pas de forme transformée, et donc dans l'interprétation formelle des accords continentaux, pas de statut complet dans la meute du tout. L'Ancien Coran la regarda. Il y avait quelque chose dans son expression qu'elle n'y avait jamais vu auparavant. C'était peut-être de la culpabilité. Elle rassembla ses notes, elle se leva, elle n'avait pas peur, elle était autre chose, un sentiment pour lequel elle n'avait pas encore de nom, quelque chose qui vivait à côté de la clarté. Ma formation, dit-elle assez fort pour être entendue sans élever la voix, consiste en 14 ans d'études continues dans les archives d'Ashval, couvrant 400 ans de registres continentaux et de droit des traités. Je suis l'une des 6 personnes vivantes qui peuvent lire les écritures de la 4e ère sans transcription. Mon statut dans la meute est celui d'Ashvail, où je suis né et où j'ai vécu toute ma vie. Elle marqua une pause. Si l'enquête porte en réalité sur la manifestation de mon loup, c'est une question différente. Et je noterai que la section 7, paragraphe 4 des accords continentaux spécifie que le statut archivistique est déterminé par la connaissance démontrable, et non par la forme transformée. La disposition a été écrite à la suite de l'incident de Greyland, lorsque 3 loups transformés ont présenté des documents falsifiés que personne ne pouvait vérifier parce que les véritables archivistes avaient été retirés des procédures pour des raisons de forme. Elle regarda Gresham. « Je suis heureuse de répondre à toute question spécifique sur mes qualifications.
Je suis moins disposé à prétendre que la question réelle porte sur les